Donc, nous allons passer à la partie suivante. Nous allons maintenant accueillir donc, Élodie Marblaise, ergothérapeute à la SRAE troubles d'apprentissage. Alors, Simon Rousselet, c'est bien ça, voilà, médiateur numérique éducatif donc, à la direction territoriale et à l'atelier Canopée 85, non c'est pas ça. Alors, excusez-moi, je mélange, excusez-moi, oui, alors, c'est de ma faute, j'ai sauté une ligne. Oui, alors, donc, Simon Rousselet, enseignant technique spécialisé, informatique. C'est bon, merci. Patrice, donc, Aguerre, médiateur numérique, voilà, donc, éducatif à la direction territoriale et atelier Canopée 85, voilà, La Roche-sur-Yon. Et puis, Stéphanie Pouyaoué, professeure spécialisée, donc, et docteur en psychologie. Voilà, c'est bien. Donc, derrière, dans cette séquence, vont vous être présentés donc, à plusieurs voix une sélection d'outils. Et derrière vos écrans, vous allez pouvoir être donc immergé de façon pratico-pratique dans certaines applications et pour mieux en mesurer les fonctionnalités. Donc, je vous laisse la parole. Donc, c'est moi qui vais introduire la présentation des outils. Donc, c'est un choix qui a été fait. Il faut que je fasse quelque chose. Voilà, je vous laisse. Alors, comment on fait ? Introduction. Voilà. Donc, le choix qui a été fait, il est non exhaustif parce qu'il existe de très nombreux outils numériques qui sont accessibles et qui peuvent aider à l'inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap. Donc, les outils qui vont être présentés durant cet atelier sont pour la plupart gratuits. Lorsqu'ils ne le seront pas, ce sera précisé à ce moment-là. Ces outils aussi sont normalement accessibles et utilisables assez facilement par les jeunes. Ils vont être présentés selon l'aide apportée aux jeunes, c'est-à-dire qu'on a fait ce choix parce qu'un outil numérique peut servir pour plusieurs situations de handicap et n'est pas forcément dédié à un type de déficience sensorielle ou à un trouble d'apprentissage en particulier. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Simon. Oui, alors, je vais vous présenter deux outils pour l'aide à la navigation. Donc, le premier outil, il s'agit de la loupe de Windows, donc, qui était présente déjà dans les anciens systèmes d'exploitation Windows, mais que je trouve particulièrement intéressant sur Windows 10. Alors, on va activer cette loupe à l'aide du raccourci de la touche Windows et de la touche plus. Je ne sais pas si vous avez à l'écran ce qui s'affiche. C'est bon. Donc, avec la touche Windows et plus, je vais pouvoir agrandir donc, la zone du bureau. Donc, ça permet donc, effectivement d'avoir un affichage zoomé sur ce qui est à l'écran. Alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on va perdre un petit peu en vision d'ensemble. C'est un outil qui est intéressant puisqu'il y a différents modes d'affichage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser à l'aide du raccourci CTRL, ALT et L un autre mode d'affichage. Donc là, on est plutôt sur un affichage qui va nous permettre d'agrandir sur une zone réduite de l'écran, qui va nous permettre de garder la vision d'ensemble et de pouvoir zoomer sur un point précis de notre écran. Voilà. Ensuite, on a également un autre type de mode d'affichage qu'on va activer avec le raccourci CTRL, ALT et D, et qui ici va nous permettre de dupliquer l'affichage. Alors, cette zone dupliquée, elle est en haut, hein, c'est comme un bandeau. Je vais pouvoir l'agrandir. Et donc, notre bureau il va être rétréci en bas, ce qui va nous permettre d'avoir à la fois la vision d'ensemble du bureau en bas non zoomée, et donc la même chose, mais de façon zoomée en haut. Voilà. Et pour retourner à un zoom complet, donc on va réutiliser cette fois-ci le raccourci CTRL, ALT et F. Et donc là, on retrouve notre zoom complet. Alors, on peut utiliser la souris, mais pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser la souris, on peut également se déplacer à l'aide toujours du même raccourci, CTRL, ALT et les flèches de direction. Voilà, ce qui va nous permettre, si on n'est pas à l'aise avec l'utilisation de la souris, de pouvoir utiliser cet outil au clavier.
Donc là, on est vraiment sur les différentes particularités d'affichage. Il y a autre chose aussi que je trouve assez intéressant, qui peut être utile aux personnes qui ont une certaine sensibilité à la lumière, qu'on appelle la photophobie. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'inversion des couleurs. Donc cette fois-ci, avec CTRL, ALT et I, je vais pouvoir inverser les couleurs. Alors c'est d'autant plus intéressant quand on va être sur un logiciel de traitement de texte. Je vais aller sur Word. Voilà, donc là, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, vous voyez qu'on a donc un fond noir, donc qui est beaucoup moins éblouissant, et donc le texte qui, lui, est en blanc. Donc voilà pour les particularités d'affichage de la loupe. Autre chose que je trouve assez intéressant, alors je ne peux pas quitter ça. Bon, apparemment, il y a un petit bug avec le logiciel. J'essaie de retourner sur le bureau. Ah, une petite fenêtre qui nous gênait. Voilà. Donc je retourne, je vais enlever l'inversion des couleurs, voilà. Donc je retourne sur le bureau. Donc ça c'était les différents modes d'affichage. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est l'intérêt du suivi du curseur. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à l'aide de la touche tabulation, par exemple, si je me déplace, avoir un suivi du curseur. Vous voyez que l'écran va suivre l'endroit où je me situe. Là par exemple, je me suis situé sur le menu démarrer. Si je refais la tabulation, je vais arriver sur ma barre des tâches, la zone de notification, et on a bien donc le suivi du curseur qui s'opère. Voilà. Pareil sur le bureau, donc quand j'utilise pas de souris, je peux aussi taper directement la première lettre de l'icône qui m'intéresse. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce bureau précisément. Voilà, j'ai fait un C, donc j'arrive sur le premier icône qui commence par C. Voilà. Donc voilà pour cet outil. Donc là, on a vu les différences d'affichage, le suivi du curseur, et il y a quelque chose qui est intéressant aussi depuis Windows 10, c'est qu'on peut avoir également une vocalisation. Donc, avec le raccourci CTRL, ALT et Entrée, je vais avoir la vocalisation de ce que je souhaite entendre. Alors, le son ne doit pas être activé. Je vais l'activer en bas. Si, il est activé. Alors, je ne sais pas, on n'entend pas la vocalisation. Toujours est-il que vous voyez qu'il y a un encadré donc de couleurs autour de l'icône. Au moment que vous avez l'encadré, donc si vous essayez chez vous, vous allez avoir la vocalisation effectivement de l'icône en question. Si je vais sur le traitement de texte, je vais avoir donc c'est pas ça. Je vais avoir la même chose qui va être intéressante. Donc voilà. Donc j'ai également donc la vocalisation que malheureusement on n'entend pas en live, mais que vous pouvez tester chez vous avec le raccourci CTRL ALT Entrée. Sur la suivi d'un texte plus long, je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Je vais retourner sur le bureau. Voilà. Donc là, je vais être sur un texte. Je vais lancer la vocalisation. Donc avec effectivement la loupe, il faut l'activer. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le texte va défiler. C'est-à-dire qu'on va également avoir le suivi du curseur dans la lecture du texte. Voilà. Donc normalement, effectivement, on entend également la synthèse vocale. Alors, je peux recommencer. Apparemment, le son doit être revenu. Voilà.
Donc je lance, alors, je relance la loupe. L'essentiel sur l'œuvre compte. Voilà, là on peut entendre effectivement le son. Vous voyez, donc c'est la synthèse vocale intégrée à Windows. Si je retourne sur mon document, on va pouvoir refaire l'essai cette fois sur un texte. Voilà. Donc toujours CTRL-ALT-Entrée. Les contes de Perrault sont issus de la littérature populaire orale. En les transcrivant, Perrault leur conserve leur oralité par l'usage de formulettes, mais les inscrit aussi dans l'histoire de son temps. Le manuscrit des contes de ma mère Loi, finalement publié. Voilà, et avec n'importe quelle touche, on peut stopper la lecture. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on peut effectivement aussi régler la vitesse de lecture de l'énonciation. Et puis, on peut aussi choisir d'activer la loupe au démarrage de Windows par défaut. Voilà pour donc l'accessibilité de Windows 10 avec la loupe et ses fonctionnalités. Je vais peut-être retourner sur le PowerPoint. Alors, pour quitter, vous faites Windows Entrée, pour quitter la loupe. Voilà, tout ça, vous pouvez l'essayer chez vous. Donc, voilà, voilà pour la loupe. Concernant donc le deuxième outil que je voulais vous présenter, cette fois-ci simplement à l'oral, il s'agit donc de NVDA. Alors, NVDA, ça signifie en anglais Non-Visual Desktop Access. Accès au bureau non visuel. Alors c'est ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Alors un lecteur d'écran, c'est un logiciel en fait qui va permettre d'obtenir un retour braille ou audio des informations qui s'affichent à l'écran. Alors comme la loupe, il va pouvoir lire un contenu textuel qui est à l'écran, mais il va aussi pouvoir donner ce qu'on appelle des informations méta ou complémentaires, comme par exemple le nombre d'icônes qu'il y a sur le bureau. Par exemple, il va nous dire icône 17 sur 30. Voilà, ça va nous donner des informations sur le nombre d'icônes et même sur leur emplacement. On va pouvoir connaître le nombre d'éléments situés dans un dossier, savoir si l'élément est sélectionné ou non, par exemple. On va pouvoir aussi connaître les fenêtres en cours d'exécution ou avoir le titre de ma fenêtre. Sur Internet, je vais pouvoir aussi avoir des informations plus complexes, notamment sur le type d'éléments qui sont à l'écran. On sait que les sites Internet sont structurés, peuvent être structurés sous forme de titres, par exemple, de différents niveaux. Donc là, je vais avoir donc des informations sur les titres, sur les liens, les cases à cocher, savoir si je suis sur une liste déroulante ou une zone d'édition, etc. Donc toutes ces informations méta, elles sont prodiguées par ce logiciel. Je vais aussi pouvoir naviguer. Alors la navigation Internet est très complexe parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a simplement 10% des sites Internet qui sont rendus accessibles. Mais donc c'est un outil qui va quand même nous permettre, donc sans le visuel, de pouvoir naviguer avec un petit peu de persévérance. Donc je vais pouvoir naviguer par exemple d'élément en élément, de titre en titre ou de lien en lien. Voilà, pour aller plus vite et accéder au contenu qui m'intéresse. Pour faire le lien avec ce qui va suivre avec ma collègue donc Élodie Marblaise, c'est aussi un outil qui permet l'écriture et la lecture de texte. On va avoir un retour vocal sur ce que l'on tape à l'écran. Donc les lettres et les mots tapés vont être énoncés. Il y aura aussi la possibilité de tout lire un texte à partir de l'emplacement du curseur. On va aussi pouvoir épeler un mot. On va pouvoir changer la prononciation de certains mots. Alors pareil, on va pouvoir modifier le débit de la voix, mais aussi sa tonalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est le niveau d'énonciation, c'est-à-dire que je peux choisir la quantité d'informations vocales que je veux de la part de NVDA, et notamment je peux lui demander de me signifier lorsqu'il y a des majuscules dans un texte, par exemple, ou de me signifier la ponctuation clairement. Donc voilà pour NVDA. Alors NVDA, c'est un logiciel gratuit qui a un pendant payant qui s'appelle JAWS, Job Access with Speech. L'intérêt de NVDA, c'est effectivement qu'il est gratuit, open source. Il est peut-être légèrement moins poussé que JAWS, notamment pour le monde professionnel, mais ça reste un outil très intéressant et je crois aussi très utilisé. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue Élodie Marblaise. Là, je vais vous parler d'outils d'aide à la lecture, donc, et notamment de synthèse vocale, qui a déjà été un petit peu évoqué par Simon.
D'accord, hop, je vais le mettre par là, ce sera plus facile. Donc, je recommence. Donc, je vais vous parler d'outils d'aide à la lecture et notamment des synthèses vocales qui a déjà été un petit peu évoquée par Simon puisque c'est une fonctionnalité qui est présente dans la loupe et dans NVDA. Donc, la synthèse vocale, donc son principe, c'est que l'élève puisse écouter les consignes, les textes, les documents de travail à l'aide de son ordinateur ou de sa tablette. Voilà, on peut proposer ça dans des contextes où l'enfant a des difficultés de lecture, soit il n'a pas accès au déchiffrage, ou soit la lecture est tellement lente et coûteuse qu'il n'accède peu à la compréhension. Donc, j'ai fait le choix de vous montrer 2 outils. Donc, le premier, c'est Free Natural Reader qui s'installe sur Windows. Il me semble aussi qu'il est disponible maintenant sur Mac. C'est un tout petit logiciel qui s'installe facilement. Donc, je vais vous montrer comment on le démarre à partir d'un exercice qui sera un peu un petit fil conducteur sur la présentation parce qu'on va l'utiliser pour d'autres manipulations. Hop. Donc, on va mettre un exercice d'étude de texte sur les 3 cognés. Donc, c'est un exercice qui peut être proposé par l'enseignant. Là, il est au format PDF. Et donc, ici, j'ai mon icône Free Natural Reader. Je vais le lancer. Donc, c'est un logiciel qui est en anglais. Ça ne pose pas de problème puisqu'on va lui demander de se mettre en fenêtre flottante, si j'y arrive, puisque ce n'est pas mon ordinateur. Donc, je n'ai pas la même présentation sur le mien. Attendez, je vais trouver. Touc. Voilà. Donc, à la première utilisation... Une fois qu'on le demande en fenêtre flottante, quand je vais le redémarrer, il sera toujours sous cette petite présentation qui est minimaliste et facile à prendre en main. Donc, je vais retourner sur mon exercice. Et donc, l'idée, c'est que je vais venir sélectionner le texte. Alors, pareil, c'est pas mon ordi, donc les boutons sont pas au même endroit, mais je vais quand même les retrouver. Si Patrice, tu peux me dire où est l'outil de sélection de texte, il est là. Donc, je vais sélectionner... Voilà, 2 premières phrases pour que vous ayez une idée de la qualité de la synthèse. De retour au village, l'honnête bûcheron racontait et tout le monde sa merveilleuse aventure. À côté de chez lui, vivait un paysan qui était fort riche et très avare. Alors, je ne sais pas pourquoi le son est sorti que sur le PC portable et pas sur l'extérieur. Bon, c'est globalement la même voix qu'on a entendue avec Simon tout à l'heure. Donc là, avec ce logiciel-là, à partir du moment où on peut sélectionner du texte sur n'importe quel environnement, que ce soit sur le traitement de texte, sur un document Word ou sur une page Internet, voilà, je peux sélectionner précisément le passage que je veux lire. Et donc, on a des possibilités de paramétrer la vitesse de lecture ici et éventuellement de changer la langue si on veut faire lire un texte en anglais ou en espagnol. Alors, je voulais vous montrer aussi comment cet outil peut fonctionner sur tablette. Alors, je vais connecter la tablette à l'ordinateur pour vous montrer ça. Hop. Commencer. Alors, donc là, vous voyez à l'écran le bureau de ma tablette en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bureau. Donc là, je vous montre sous l'environnement Android. Donc, il faut savoir que dans les paramètres natifs d'Android, on n'a pas de synthèse vocale. Donc là, moi, je vous propose une application qui est gratuite, qui s'appelle Arobase Voice. Donc, c'est le petit haut-parleur que vous avez en bas à droite, le deuxième en partant de la droite. Donc, l'avantage de cette application, c'est qu'elle va nous permettre une lecture dans tous les documents en fait, de la tablette. Il y a un premier petit paramétrage à faire pour pouvoir avoir cette aisance de lecture que je veux vous montrer justement. On va aller dans les paramètres, c'est les 3 petits points qu'on a en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres et notamment aux paramètres vocaux. Et on va pouvoir cocher la petite case « Parler à voix haute ». Là, je vais la décocher puis la recocher. Parler à haute voix le texte copié dans le presse-papier. Ce qui fait que maintenant, à partir en fait, je peux sélectionner du texte n'importe où sur la tablette et quand je vais décider de copier le texte, eh ben, ça va lancer la lecture. Donc là, vous ne l'entendrez pas de bonne qualité parce qu'elle va sortir de la tablette. Donc, je vous fais juste la démo pour que vous sachiez comment ça s'utilise, mais vous pourrez tester sur vos propres outils pour avoir
une lecture de meilleure qualité. Donc je vais reprendre le même exercice que tout à l'heure, qui a été mis sur la tablette. Et puis si je viens sélectionner... Alors, hop, donc il y en a pour qui la tablette c'est plus facile en termes de navigation, qui aiment bien le tactile. Moi c'est pas tout à fait mon cas, mais on va quand même y arriver. Donc là j'ai sélectionné une partie de texte. Hop, on va mettre tout le premier paragraphe. Et puis je vais cliquer sur le bouton copier qui est disponible ici dans l'application. De retour au village, l'honnête bûcheron racontait à tout le monde sa merveilleuse aventure. Et donc ça lance la lecture. Vivait un paysan qui était fort riche et très... Je vais couper pour pouvoir avancer sur la suite. Donc, à savoir qu'on peut le faire aussi, hein, lire des documents sur une tablette Apple, mais cette fois-ci, j'ai fait le choix de vous montrer sur Android parce que c'est un petit peu plus difficile à retrouver. Alors, je vais remettre le PowerPoint. Tac. Donc, quand on utilise une synthèse vocale, ça sous-tend d'avoir les documents de travail en format numérique. Donc, dans l'idéal, c'est que l'enseignant puisse fournir les documents soit via une clé USB, soit à l'espace en ligne de l'école. On a des possibilités de numériser des documents, donc soit par des scanners portatifs ou des applications, l'appareil photo du téléphone, et puis des applications qui vont permettre de reconnaître le texte pour pouvoir le sélectionner. Donc je ne vais pas vous détailler les avantages et les inconvénients de chaque scanner, mais je veux juste vous apporter un point de vigilance sur les documents qui sont scannés. Il peut y avoir des erreurs de lecture parce que quand le document est de mauvaise qualité ou que la police a des caractères qui se ressemblent, l'ordinateur ne va pas pouvoir les différencier et pourra faire des erreurs de lecture, ce qui ne sera pas confortable pour l'élève. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Patrice qui va prendre la suite sur une aide à la production écrite dans le cadre de l'obstacle du geste. Oui, merci Elodie. Donc, je vais prendre le relais. Moi, je vais vous présenter un outil qui aide effectivement à lever l'obstacle de du geste quand il devient compliqué. Je vais vous présenter un outil qu'Elodie a aussi utilisé, c'est un lecteur PDF. C'est PDF Exchange Editor, qui est un vrai couteau suisse. Tout à l'heure, Elodie ne s'y retrouvait pas, et c'était effectivement parce que le ruban était rempli d'outils, mais une des forces de PDF Exchange Editor, c'est justement qu'on peut simplifier cette barre d'outils pour notamment faciliter tout ce qui va être annotation, encadrement, travail autour d'un document, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais revenir sur... Donc voilà, le document qui... non, c'est pas tout à fait le même. Je vais ouvrir le document qui sert de... Si c'était celui-là. Voilà, c'est le document qui nous sert un petit peu de fil rouge. Donc me voici dans PDF Exchange Editor. Donc je vous disais que c'est un véritable couteau suisse, mais il a cette particularité de pouvoir être simplifié. Je vais recommencer. Voilà. Donc voilà, là j'ai une barre tout à fait simplifiée qui donne accès à on va dire des outils de base et notamment des outils d'annotation. Je vais aller ouvrir mon document. Juste avant de faire les manipulations pour lever l'obstacle du geste, là, il a aussi comme particularité de pouvoir aussi, avec une synthèse vocale, lire le texte, ce que Elodie a montré avec Natural Reader. Mais là, effectivement, on reste dans l'écosystème de PDF Exchange Editor. On peut aussi imaginer un élève qui va s'enregistrer, il y a cette fonctionnalité qui est présente, et entre autres, il fait aussi un scan OCR. Si vous avez une image d'un texte, vous pouvez en extraire le texte pour après pouvoir retravailler dessus. Donc voilà quelques fonctionnalités qui existent dans sa version gratuite. Il y a une version payante aussi, mais dans la version gratuite, ces fonctionnalités sont là et largement suffisantes. Donc, la démonstration, l'idée, c'est de vous montrer comment, à partir d'un document PDF, un élève peut aussi réaliser les tâches demandées. Donc, je vais le faire assez rapidement. Entoure les 5 étapes du récit avec des couleurs différentes.
eh bien, on a effectivement un outil rectangle. Si je fais un clic droit sur cet outil-là, j'accède à des couleurs prédéfinies que je peux augmenter en allant dans la palette. Alors effectivement, la palette des propriétés est un petit peu, comment dire, riche, mais une fois qu'on en a pris la main, on peut facilement donc travailler dessus. Donc en bleu, je peux imaginer, réaliser un cadre autour du paragraphe que j'ai choisi. Donc voilà comment assez rapidement on peut réaliser des cadres. On pourrait tout à fait choisir en faisant un clic droit une autre couleur et puis réaliser un cadre à un autre endroit. Alors là, je n'ai pas changé de couleur, il faudrait que je choisisse une autre couleur. Voilà comment rapidement on peut donc annoter ce document en faisant des cadres. On peut bien sûr grossir aussi le trait du cadre. Un autre exemple d'annotation, souligner les indicateurs de temps. Et bien souligner, on pourrait utiliser tout à fait l'outil ligne ou éventuellement l'outil souligné qui est déjà présent. Bon, je vais utiliser l'outil ligne et imaginons que je souhaite, alors de la même manière, je peux en faisant un clic droit choisir la couleur qui m'intéresse. Je peux tout à fait, alors je le fais complètement au hasard, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc je peux souligner, on peut aussi bien sûr grossir la taille, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Encore d'autres exemples d'annotation, si on va dans les exercices à faire, le 3, ce serait surligner avec des couleurs différentes. Eh bien, on a l'outil qui permet de surligner, qui se trouve ici. En faisant un clic droit, j'accède à des fonctionnalités, en tout cas à des couleurs. Voilà, je vais... Oups, pardon. Donc là, il faut effectivement... Si je me place comme ça, donc je vais pouvoir surligner facilement. Je peux bien sûr effectivement changer de couleur. Vous avez maintenant compris le principe. Et en termes d'annotation, donc là, dans l'exercice, on demandait aussi de recopier les verbes au passé suivant le temps auquel ils sont conjugués. Eh bien, l'outil qui va être intéressant à utiliser dans PDF Exchange Editor, c'est l'outil machine à écrire qui se trouve ici. Donc là, on est sur le principe de positionner donc sa machine à écrire à l'endroit indiqué, sachant qu'après, on peut complètement déplacer et corriger ce que l'on a fait. Et donc là, j'ai repéré que le verbe racontait était à l'imparfait, et donc je peux me positionner ici. Et si je souhaite le déplacer ou le remettre à un autre endroit, je peux complètement, avec la souris, le repositionner. Donc voilà, assez rapidement, montrer quelques fonctionnalités de PDF Exchange Editor qui permet donc de retravailler sur un PDF. Et comme Elodie l'a fait, je vais vous montrer la possibilité de faire ces actions aussi à partir d'une tablette. Donc moi, je vais utiliser un iPad. Et l'application que je vais vous montrer, c'est Adobe Reader, qui fonctionne aussi bien sous l'environnement iOS, donc les iPads, mais aussi Android. Voilà. Juste quelques instants que je lance. Sûr que ce soit celui-là. Et juste quelques instants que je me... Ouais. Attends, je vais... Public, redétecter. Je suis pas sûr. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir l'écran de mon iPad. Et donc, je vais aller ouvrir cette application dont je vous ai parlé, Acrobat Reader, et je vais ouvrir le même document que celui que j'ai utilisé précédemment. Donc, juste le temps. Voilà. Donc,
je peux, de manière assez simple aussi, annoter ce document. Alors, les fonctionnalités d'Adobe Rider au niveau de la tablette sont quand même beaucoup plus restreintes que sur le logiciel que je viens de vous présenter, en tout cas dans la version gratuite. Donc là, si je voulais annoter rapidement, en bas à droite, j'ai mon petit crayon. Si je clique dessus, j'ai la fonction commenter qui me fait apparaître quelques outils en haut de mon document. Je vais aller très rapidement. Si je voulais encadrer, là je n'ai pas l'outil vraiment rectangle qui me permet de définir la zone, mais avec le crayon, ça m'ouvre la palette de couleurs. Je peux tout à fait choisir ma couleur et ma grosseur de traits. Je vais rester sur le rouge. Et là, je peux, pour le coup, avec le doigt ou avec un stylet, si j'ai la chance d'avoir cet outil, je peux tout à fait entourer ou, pour que ça soit plus simple, je peux juste symboliser le début de l'encadrement comme ceci. Après, il suffit que je change. Normalement, je vais reprendre le crayon, je vais changer de couleur et de manière assez simple, je peux tout à fait symboliser comme ça. Si je souhaitais surligner, eh bien, j'ai l'outil surligneur qui est présent aussi dans la barre des outils. Le jaune me convient et en faisant un appui long sur la zone, vous voyez que je peux surligner et on pourrait changer tout à fait de couleur facilement. Et pour écrire du texte, on a cette fonctionnalité aussi qui est présente. Donc on a tout en haut le T qui symbolise donc la possibilité d'écrire du texte. Et là, normalement, voilà, si je clique sur la zone qui m'intéresse, je vais donc avoir le clavier virtuel qui apparaît et je peux écrire, donc je vais écrire la même chose que tout à l'heure, raconter, un verbe à l'imparfait que j'ai repéré. Et le verbe donc se positionne là. On peut tout à fait, en recliquant dessus, imaginer que si on s'est trompé, le déplacer pour le repositionner au bon endroit. Tout est bien sûr supprimable, déplaçable. Voilà, de manière assez rapide, présenter donc la manière de pouvoir annoter, en tout cas interagir sur un document PDF. Et je crois que maintenant, je redonne la parole à Élodie. Tout à fait. Alors. Donc maintenant, on va parler d'outils qui vont aider à la production écrite. Alors on n'est plus dans l'obstacle du geste, mais l'obstacle de l'orthographe, de transcrire les sons, de savoir comment orthographier correctement les mots. Donc là, on a plusieurs outils d'aide qui pourront être mobilisables. Donc le premier, celui qui sera le plus efficace, c'est l'utilisation d'une dictée vocale. Donc le principe, c'est que l'élève parle à voix haute, dicte à voix haute sa réponse, et puis donc c'est l'ordinateur ou la tablette qui va écrire sa réponse. Donc là, je vais vous en faire une démo sur l'ordinateur avec l'environnement Windows. Je vais vous montrer la reconnaissance en ligne de Windows. Tu avais vérifié ou pas le raccourci? Bon, j'espère que ça va fonctionner correctement, parce que comme ce n'est pas mon environnement. Alors, hop, je vais reprendre mon exercice, là, toujours des trois cognés, et puis je vais passer à la question 5, où on me demande de résumer la situation initiale. Donc, comme vous avez montré Patrice, je vais réutiliser la machine à écrire pour pouvoir écrire sur le document et choisir où est-ce que je veux me positionner. Et donc là, je vais utiliser le raccourci clavier, donc la touche Windows, c'est le petit drapeau avec H, pour lancer la reconnaissance vocale en ligne de Windows. Donc qui dit en ligne sous-tend que l'ordinateur doit être connecté à Internet. Et donc je vais avoir une petite fenêtre qui va apparaître. À partir de là, je vais pouvoir dicter ma réponse. Donc je vais tenter. Un bûcheron part à la recherche d'un paysan. Donc je la coupe parce que sinon l'ordinateur va écrire tout ce que je vais vous dire. Donc voilà, vous avez un aperçu de comment ça fonctionne. Je lance avec le raccourci clavier, je dicte ma réponse et c'est l'ordinateur qui l'écrit pour moi. Donc c'est un outil qui fonctionne globalement très bien, mais il faut savoir que dans la langue française, il y a des homophones et que parfois certains homophones seront maltraités par le logiciel et il pourrait y avoir des erreurs. Donc ça permet une production écrite rapide, avec peu de fautes.
Mais ça sous-tend quand même de pouvoir parler à voix haute, ce qui n'est pas toujours faisable suivant le contexte, notamment si on est en classe ordinaire, dans un groupe avec 30 élèves, ça peut être plus complexe à mobiliser. Donc on aura d'autres outils d'aide dans ce contexte. On pourra produire un écrit à l'aide d'un prédicteur et d'un correcteur orthographique. L'idée du prédicteur, c'est que l'élève commence à taper les premières lettres du mot, et puis l'ordinateur va faire des suggestions et l'élève va devoir choisir. Pour illustrer le prédicteur, après les correcteurs, vous connaissez, c'est des correcteurs qui peuvent être inclus dans le traitement de texte. Là, je vous ai noté, donc Lexibar, c'est le prédicteur que je vais vous montrer, qui existe en version payante et gratuite. La version payante a une réelle plus-value sur les erreurs phonétiques. Donc là, je vais vous montrer une vidéo de la version payante. Et Grammalect, c'est un correcteur orthographique, c'est une extension, un plugin qui s'installe sur LibreOffice, qui permet d'avoir un correcteur un petit peu plus poussé que celui de base. Donc avant de vous montrer la vidéo, d'ailleurs c'est une vidéo de Léandre que vous connaissez déjà un petit peu puisqu'il vous avait fait son retour d'expérience tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer une de ses productions écrites. Donc, pour rappel, c'est un élève qui est en 5e, donc en milieu ordinaire. Alors, oui, hop. Donc, je vais vous montrer une photo d'un exercice de français. Je vais zoomer un tout petit peu, où il devait produire un écrit. Donc, je vous mets au défi de comprendre sa production. Donc, lui, il est gêné tant sur le plan du graphisme que sur le plan de l'orthographe. Donc, le début, on arrive encore à peu près à deviner. Après, avoir trouvé de l'encre, j'ai continué à... Alors là, moi, je le perds totalement. Lui-même met du temps à se rappeler ce qu'il a voulu écrire. C'est explorer qu'il a voulu écrire, l'île. Et il y a retrouver. Donc là, il ne prend même pas la peine de finir d'écrire le mot. Alors après, j'ai plus la suite, j'ai oublié ce qu'il a voulu me dire, mais tel quel, on ne peut pas le relire. Donc on a repris ce texte-là avec son ordinateur et ses logiciels. Là, on a un écrit qui est lisible, correct et sans faute. Alors, j'ai fait une petite vidéo de Léandre. Alors, c'est pas sur ce texte-là. Vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo parce que je l'ai fait avec mon téléphone dans le cadre de la séance au collège, donc le cadrage n'est pas parfait. Mais vous allez voir quand même comment il procède. Donc il commence à taper les premières lettres d'après, donc là c'est pas écrit correctement, et puis il vient sélectionner la bonne orthographe dans la petite fenêtre là qui fait des suggestions. Donc ce que je vois, il a la bonne écriture de je vois, mais il vérifie. Ensuite il écrit il va. Là, il se corrige. Vous entendez même le bruit de la rue. Y avoir. Donc là, il a conservé une erreur qu'il aurait pu éviter s'il avait activé le son de son ordinateur, parce que quand il clique sur la proposition, ça l'oralise. Donc il aurait pu se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il voulait écrire. Donc voilà, vous voyez globalement comment il procède à l'aide de son prédicteur pour produire un écrit correct. Hop. Alors, je vais redonner la parole à Patrice pour aborder cette fois-ci les mathématiques. Voilà, on est toujours aussi dans l'idée de lever l'obstacle du geste, mais là, effectivement, avec une entrée plus mathématique, comme vient de le dire Élodie. Le logiciel qui va être utilisé, ça va être LibreOffice, la suite bureautique, qui a la particularité d'être gratuite. Il existe, ce que je vais vous montrer, donc, c'est un petit programme, un petit plugin qu'on rajoute, un petit module complémentaire qu'on rajoute à LibreOffice qui s'appelle la barre du cartable fantastique. C'est une association qui a produit cet outil, mais qui en produit plein d'autres. Je vous invite vraiment à visiter le site de cette association qui est très riche en aides multiples et notamment numériques. Donc je vais aller sur LibreOffice.
Voilà, et je vais ouvrir donc un document sur lequel je vais travailler. Donc, quand la barre du Cartable Fantastique est installée, vous avez donc en haut à gauche 4 petits icônes qui symbolisent des entrées. Donc, la barre lire, la barre mat que je vais vous montrer rapidement, la barre écrire et la barre tableau. On est sur la version école, mais depuis quelques mois, il y a une version collège qui s'est enrichie d'autres outils qui peut être intéressante pour ce type d'élèves. Donc moi, je vais juste vous faire une présentation de la barre mat et de quelques fonctionnalités. Vous voyez que quand on clique sur cette barre, des outils apparaissent sur la droite et je vais faire un focus sur notamment la pose d'opération qui peut être effectivement problématique pour ces élèves-là, pouvoir aligner les unités, les dizaines, les centaines de manière pertinente, ça peut être compliqué. Donc on peut imaginer que l'enseignant, dans un premier temps, utilise, pourquoi pas, cette barre pour... Vous allez voir le résultat et vous allez vite comprendre l'intérêt pour donc proposer à ces élèves donc une pose d'opération qui est beaucoup simplifiée. Donc vous devinez bien que pour se repérer au niveau de l'opération, l'élève va être accompagné. Ça va vraiment compenser sa difficulté. Et donc là, toutes les cases sont complètement cliquables. Donc avec l'ordinateur, l'élève peut tout à fait renseigner les réponses. Donc je vais le faire très rapidement devant vous. Et vous allez voir aussi qu'il y a une possibilité aussi pour l'élève de vérifier sa réponse avec une calculatrice qui est proposée. Alors j'espère, je vais vite, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais à la limite, c'est pas grave parce que ça peut... Hop. Voilà. Donc imaginons que l'élève ait effectivement effectué cette opération. Il a, dans cette barre d'outils qui a été développée, il a une calculatrice. Donc, je vais juste me positionner en dessous. Il a une calculatrice qui va lui permettre de vérifier s'il a bien résolu son opération. Donc, je vais remettre plus donc 63,81. Et donc, vous voyez qu'en dessous s'affiche, toujours avec la notion de couleur qui apparaît, les dizaines, les unités dizaines et centaines avec des couleurs différentes, le résultat attendu et donc la comparaison peut être faite immédiatement par l'élève. Donc, voilà un outil qui est très intéressant pour aider à des tâches mathématiques. Un autre exemple, juste en dessous, juste pour vous montrer un outil, donc là on est sur l'idée de faciliter l'écriture de distance, en tout cas de la conversion, voilà, je cherchais le mot, la conversion. Donc là on a une tâche qui est à réaliser, on a la possibilité éventuellement même de dessiner des zones de texte pour faciliter après les réponses, et juste en dessous, on va faire apparaître, donc dans cette barre d'outils, il y a notamment un certain nombre de tableaux qui sont prêts, qui peuvent être utilisés rapidement. Et vous voyez qu'instantanément, j'ai un tableau avec des lignes de couleurs alternées, donc ça facilite aussi le repérage. Et on peut imaginer que l'élève pourra plus facilement donc résoudre, s'il connaît bien sûr, si la compétence est maîtrisée, il pourra après plus facilement chercher ou en tout cas trouver une aide dans ce tableau pour après résoudre plus facilement la tâche. Donc on peut imaginer qu'il sait du tableau pour compléter et qu'il est ensuite à renseigner juste au-dessus les réponses. Voilà. Voilà, donc c'était deux petits exemples très rapides que la barre du Cartable Fantastique pouvait apporter, mais il existe plein d'autres petits outils donc, qui sont à découvrir. Voilà, donc je repasse la parole à Élodie.
Donc toujours concernant les mathématiques, cette fois-ci, on va voir qu'il est possible de réaliser des écritures mathématiques sur ordinateur. Alors, à l'origine, je voulais vous montrer comment cela fonctionne sur LibreOffice. Et bon, j'ai mal anticipé les choses. Il y avait un plugin à installer qui s'appelle COO-Math pour pouvoir avoir accès à cette barre d'outils. Donc finalement, je ne vais pas vous le montrer sur LibreOffice, je vais vous le montrer sur Word, qui est un outil payant. Mais on a quasiment l'équivalent. Donc sur LibreOffice, je vous dirai sur quel raccourci appuyer pour le mobiliser sur LibreOffice. Bon, on va du coup le regarder dans Word, pour que vous ayez un petit peu une représentation de comment peuvent se faire les mathématiques. Donc, dans LibreOffice, il faudra juste, une fois qu'on a installé ce plugin, appuyer sur la touche F2 pour avoir accès à peu près l'équivalent. Alors, la présentation n'est pas aussi belle que sous Word, mais pour avoir accès à toutes les écritures mathématiques. Sous Word, on va aller dans Insertion et ensuite dans Équation. Et ça va m'ouvrir ici une barre avec toutes les écritures mathématiques disponibles. Donc j'aurai la possibilité ici d'avoir des gabarits pour faire des fractions et venir compléter, admettons, ah non, je suis déjà en majuscule. Voilà. Donc on a effectivement la possibilité de faire des fractions. On a ici des exposants qui nous permettent de faire au carré, au cube, mais ça on peut aussi le faire au clavier avec le chapeau pointu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le circonflexe, voilà, qui nous permet de faire l'exposant. On a la possibilité ici d'avoir des gabarits pour les racines carrées. Voilà, je vous mets des écritures un peu au hasard. Moi, ici, ça n'a pas tellement de sens. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va très loin, mais l'idée, c'est que dans les accentuations, ce qui pourra servir aux élèves, c'est notamment toujours l'accent circonflexe qu'on peut mettre sous les angles. Alors, a priori, on ne la met pas sous une racine carrée, mais, mais ça vous donne une idée de ce que je peux faire. Alors, je vais juste la remettre. Donc je ne vous montre pas tout parce que ça va très loin, on peut faire des intégrales, il y a des grands opérateurs, donc on peut tout à fait envisager des études scientifiques et avoir à disposition toutes les écritures mathématiques nécessaires. Hop. Et donc en mathématiques, on aura aussi donc les constructions géométriques qui pourront mettre en difficulté certains élèves, notamment qui sont perturbés sur le geste. Alors, des difficultés à orienter correctement les outils, à bien les maintenir pour tracer précisément, être rapide. Donc plutôt que de prendre trop de temps à faire la construction. Je vais laisser Patrice prendre en main puisque c'est son ordi. Voilà, si l'élève perd tout son temps à faire une construction qui sera de faible qualité, peu précise et n'aura plus le temps pour écrire ses réponses, c'est dommage. Donc là, l'idée, c'est de lui fournir un outil pour tracer rapidement une figure. Donc je laisse Patrice lancer l'outil. Donc il faut savoir que pour pouvoir faire ces constructions, l'élève, il va devoir connaître un petit peu ces protocoles de construction. Donc là, j'épure un petit peu la page. Si je veux tracer une médiatrice, il va falloir que je connaisse les propriétés de la médiatrice. Je vais du coup, par exemple, tracer donc un segment. Si je veux faire la médiatrice à ce segment, il faut que je sache que la médiatrice passe par le milieu et est perpendiculaire à ce segment. Donc j'ai une fonctionnalité qui va me permettre de retrouver le milieu du segment de manière précise. Et après, je vais avoir une fonctionnalité qui va me permettre de tracer une perpendiculaire. Donc, je vais choisir d'être perpendiculaire à ce segment et de passer par ce point. Et j'aurai fait ma médiatrice très rapidement. Alors, je reviens au PowerPoint. Un autre outil dont on voulait vous évoquer, donc OneNote qu'on retrouve sur l'environnement PC et sur les tablettes. Alors il est un petit peu moins évolué sur l'environnement tablette. OneNote, c'est une sorte de traitement de texte ou de classeur. C'est pas très facile à définir, mais l'idée c'est que c'est un outil qui va être très utile pour aider l'élève à organiser son travail fait sur ordinateur.
Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne. Parce que quand on travaille avec un traitement de texte classique, on crée son document, on fait son exercice. Après, il faut l'enregistrer dans le bon dossier, il faut le nommer correctement, il faut faire attention de ne pas écraser un fichier par un autre, ce qui peut vite être complexe pour les élèves. Dans OneNote, on simplifie toutes ces procédures. Alors, je vais le lancer. Donc, il présente de la manière suivante. Hop. Je vais réduire ici. Donc sur le côté, on peut créer des cahiers par matière. Donc là, on imagine que j'ai un élève au collège, donc on aura un cahier ou un classeur donc d'histoire, de français. Si on est au primaire, on peut imaginer un cahier du jour, un cahier du soir, etc. Et donc l'idée, c'est que je vais me mettre dans la matière concernée. Donc par exemple en français, souvent les cours sont organisés par séquences avec des thématiques et après on a des séances. Donc là, vous voyez que j'ai 2 séquences. Je me suis créé une intercalaire avec la séquence 1 sur le cinéma et une intercalaire sur la séquence 2 sur le poème. Et donc dans ma séquence 1 sur le cinéma, sur le côté, je vais avoir mes séances. Ma séance 1 qui était une étude de texte documentaire, ma séance 2 qui était une petite leçon. Ma séance 3 qui était une rédaction. Ma séance 4, on va imaginer que cette fois-ci c'est une poésie sur le cinéma, j'invente. Donc l'élève va pouvoir copier sa poésie dans l'environnement OneNote. Et une fois que c'est terminé, il appuie sur la croix, c'est enregistré dans le bon cahier. Et donc c'est très rapide, notamment quand à la fin du cours ça va vite. Il y a juste à cliquer sur la croix et je vais retrouver ma poésie enregistrée au bon endroit. Donc c'est un traitement de texte, je peux écrire dessus, mais c'est aussi un espace de stockage. Vous avez vu qu'ici, dans ma séance 1, j'ai mon exercice sur le cinéma, qui est un exercice qui a été donné au format PDF, que j'ai copié-collé et je double-clique pour pouvoir l'ouvrir et le réaliser. Donc ça, c'est un outil d'aide quand même qui est très, très intéressant pour l'organisation et les procédures d'enregistrement. Non. Donc, je vais ensuite passer la parole à Stéphanie qui va aborder très rapidement des outils d'aide à la communication. Donc oui, je vais vous présenter le site sur lequel on peut trouver facilement des pictogrammes et les modifier à notre convenance, Arasac, A-R-A-S-A-A-C. Donc c'est un site où on peut travailler directement en ligne. Aussi, on peut télécharger et travailler hors ligne. Mais là, je vais vous en parler comme ça à l'oral, à partir de la capture d'écran. Voilà, où je vais expliquer un petit peu comment on peut modifier à notre convenance un pictogramme qu'on aurait choisi. Donc on va, à partir de l'onglet rechercher, on va inscrire le mot qu'on voudrait avoir de façon visuelle. Donc par exemple là j'ai utilisé le verbe manger. Donc à ce moment-là, plusieurs pictogrammes nous sont proposés. Donc on va choisir celui qu'on veut. Il y en a qui sont beaucoup plus riches en sens développé, mais si on veut avoir quelque chose d'assez neutre, on peut prendre l'image que j'ai proposée ici. Et ensuite, lorsqu'on clique sur le pictogramme qu'on a choisi, apparaît sur la droite de l'image tout un ensemble de paramètres qu'on peut modifier. Donc on va pouvoir, par exemple, changer la couleur de fond. Donc ça peut être une fonctionnalité qui est intéressante parce que cette aide à la communication aussi, ça peut permettre aussi faciliter une aide à la lecture. Et si par exemple on a mis en classe des systèmes de code couleur pour repérer la nature des mots, ça peut être intéressant si on veut savoir si le jeune il a bien compris que manger c'était un verbe par exemple et qu'on a décidé de colorer tous les verbes en rouge, il peut mettre au niveau du fond de cette image, il peut la mettre en rouge et donc nous indiquer que effectivement c'est bien un verbe par exemple. Ça, c'était plus en lien avec une fonctionnalité sur la lecture, mais aussi on peut donc changer tout ce qui est lié à la temporalité. On peut indiquer si ça se trouve dans le passé, le présent ou le futur. Il y a des petites flèches qui apparaîtront en haut de l'image. On peut changer aussi le nombre. Donc bon, là, c'est un verbe, mais si on a un mot, un nom commun, on peut ajouter un petit plus en haut pour savoir si on sera plusieurs ou une seule personne, par exemple. Et puis en dessous aussi, on peut modifier, ajouter du texte si on veut faire apparaître du texte. Donc le mot qui correspond au pictogramme visuel, mais aussi un texte à notre convenance. On peut changer. On peut changer la police, la taille de la police, écrire en majuscule, en minuscule. Et on peut également décider de barrer ce pictogramme pour indiquer une négation. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont sur la droite de l'image et qui sont assez facilement utilisables.
L'intérêt de cet outil, c'est qu'après, on peut télécharger, quand le pictogramme est à notre convenance, on peut le télécharger, ou on peut le copier et ensuite l'insérer dans tout type de document qu'on a envie de créer avec l'élève. Ce qui est intéressant dans ce type de support, c'est qu'on peut assez facilement mettre en place une communication fonctionnelle, simple et basique, où le jeune peut communiquer s'il n'a pas accès à un oral intelligible avec son enseignant, et inversement, son enseignant peut aussi communiquer plus facilement avec lui. C'est un outil qui est gratuit. Sur ce site, il y a d'autres fonctionnalités. On peut utiliser aussi des gestes de langue visuelle, mais c'est un site espagnol, donc c'est plutôt de la langue des signes espagnole. Ensuite, il existe d'autres dictionnaires, si on préfère utiliser de la langue des signes française, où j'ai laissé le lien d'ailleurs sur le Padlet de ce webinaire. On pourra avoir accès à des signes de langue des signes française et qui fonctionnent de la même façon, où on peut télécharger les sites et les signes et les insérer dans un document. Voilà. Je laisse à nouveau la parole à Élodie pour conclure. Donc pour conclure, c'est vous dire que donc là, on vous a montré un certain nombre d'outils. On ne pouvait pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. On a tenté de vous créer un support de ressources avec des outils principalement gratuits sous forme de carte mentale, dont je vous montrerai le visuel lors de la dernière intervention, où on parlera des différentes ressources qu'on vous met à disposition. Donc là, on a vu des outils qui sont mobilisables par le jeune, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment choisir les outils les plus pertinents à mettre en place. Donc ça va être l'objet de la présentation suivante avec mes collègues ergothérapeutes et ergonomes. Donc, merci à tous déjà pour ces démonstrations très très intéressantes. Je vais me retourner vers mes collègues pour savoir si vous avez des questions qui sont arrivées. Oui, nous avons des questions. Avant toute chose, ce que je voulais préciser, c'est que, et Élodie en a parlé, sachez que la liste des outils qui vous ont été présentés, ainsi que les raccourcis, toutes ces informations, vous les retrouverez à l'issue de notre webinaire. On vous les fera parvenir, comme on disait tout à l'heure, dans un mail avec l'accès au replay du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tous ces éléments d'information. Dans les questions que nous avons reçues et que je vais donc partager avec vous, alors juste un petit instant. La première question, quelle veille peut-on faire ? Alors, attendez. Quelle veille peut-on faire pour suivre l'évolution des solutions mobilisables par les jeunes ? C'est possible de répéter la question parce que je ne l'ai pas entendue. Alors, quelle veille peut-on faire pour suivre l'évolution des solutions mobilisables par les jeunes ? À quelle veille ? Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est compliqué, c'est assez complexe parce que les outils évoluent sans cesse. Il y a un site internet qui s'appelle le Réseau Nouvelles Technologies, RNT, qui effectue cette veille. Donc ça, c'est vraiment une ressource à aller consulter, qui est peut-être pas mise dans le Padlet, pardon, mais que je vais mettre le lien à jour. Après, sur le site internet de la SRAE Troubles d'apprentissage, on a le souhait de mettre des ressources à jour. Alors c'est un site qui vient tout juste de se lancer, qui est en construction. Il y a d'ailleurs quelques dysfonctionnements pour ceux qui ont été voir, mais ce sera aussi un outil ressource. Mais en tout cas, Réseau Nouvelles Technologies, il y a une équipe qui fait cette veille-là, et dès qu'il y a des applications, alors c'est sur tout type de handicap, mais dès qu'il y a des choses nouvelles qui sortent, on peut les retrouver sur ce site. Nous avons une autre question. Dans les adaptations, préconisez-vous plutôt Word ou LibreOffice ? Alors peut-être qu'on a des pratiques différentes. Moi, globalement, je préconise LibreOffice parce que c'est souvent l'outil qui sera présent dans les classes, notamment dans l'enseignement public. C'est un outil qui reste gratuit et avec lequel on peut tout à fait fonctionner correctement. Donc, en général, c'est plutôt LibreOffice. Après, si la famille a l'habitude d'avoir Word et veut investir dans le pack Office, pourquoi pas. Après, ce sera ajusté au cas par cas parce que certains logiciels auront des fonctionnalités qui ne fonctionneront sur Word. Donc, si on a fait le choix d'un logiciel dont il y a une fonctionnalité qui nous intéresse particulièrement qui ne sera sur Word, là, on va basculer sur Word. Dans la démonstration que vous avez faite sur les mathématiques, peut-on bloquer la calculatrice pour les évaluations ?
Alors sur le ruban, non, il faudrait supprimer le ruban. Et dans ces cas-là, c'est à l'enseignant de préparer l'évaluation et de créer les gabarits en amont. Après, il faut savoir que dans l'ordinateur, il y a la calculatrice qui est accessible aussi. Donc ça, c'est toute une question. Alors, il faut la désinstaller ou créer une session spécifique aux évaluations où on ne mettra qu'un nombre restreint d'outils. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, j'aurais envie de dire effectivement qu'il faut... la calculatrice qui est présente dans le cartable fantastique, dans la barre mathématique, on peut pas l'enlever, elle est présente. Donc effectivement, il faut soit on prépare en amont et on utilise à ce moment-là, on désactive le cartable fantastique. Alors après, je suis pas sûr si on exporte en PDF que ça soit actif, à vérifier. Là, j'ai un doute. La calculatrice ? Non, après la pause d'opération. On pourrait compléter avec PDF Exchange Editor le gabarit quand même. Voilà. Hein. Après, ça pourrait être la solution d'exporter au format PDF. Pour terminer, une dernière question. Avez-vous une préférence entre la barre du cartable fantastique et la barre Studies ? Alors non, parce que je maîtrise pas assez la barre Studies pour pouvoir me positionner sur la question. Après, globalement, on s'adapte aux besoins du jeune, donc il faut voir ce que propose la barre et est-ce qu'elle correspond aux besoins de l'enfant. Donc moi, je pourrais avoir une préférence pour moi, mais elle n'est pas pour moi la préférence, elle est vraiment pour la problématique de l'enfant. Oui, après, ce sont des barres qui sont assez proches quand même en termes de fonctionnalité, mais je rejoins Élodie, effectivement, après, il faut peut-être les tester avec les élèves et choisir celle qui est la plus appropriée. Encore une question? Non? Peut-être? Alors, on est en train d'en prendre connaissance, on vous fait patienter juste un petit instant. Alors, une nouvelle question, existe-t-il des synthèses vocales qui permettent un déplacement paragraphe par paragraphe? Je peux peut-être y répondre. Je sais que on peut naviguer de paragraphe en paragraphe. A priori, déjà, simplement en utilisant... on peut bouger le curseur, en fait, en utilisant la touche CTRL et la flèche bas. Il me semble que ça nous permet de nous déplacer de paragraphe en paragraphe. Et donc sur NVDA, pour le coup, on peut, la synthèse vocale que je vous ai présentée, on peut effectivement demander à ce que NVDA nous lise donc paragraphe par paragraphe. Une dernière question. Concernant l'écriture mathématique sur LibreOffice, est-ce un module spécifique à télécharger? A priori, oui, j'avais un doute tout à l'heure, mais comme ça ne fonctionne pas sur LibreOffice là, de l'ordinateur de mon collègue, et a priori, le plugin, c'est COOMath. Mais pareil, on vous met sur la carte mentale qui recense les outils, le lien sera affiché pour pouvoir le télécharger. Dans la barre collège, le module Cartable Fantastique, la version collège qui est sortie il y a quelques mois, elle s'est étoffée, la barre mathématique aussi, de fonctionnalités qui sont proches de celles qu'Élodie a montrées. Alors elles ne sont pas aussi nombreuses, mais il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités pour poser les équations mathématiques, etc., etc. Donc il y a aussi la version collège du Cartable Fantastique qui offre cette possibilité. C'est terminé pour les questions. Je vous remercie tous pour vos présentations très riches et nous allons peut-être lancer la vidéo donc de Elia que vous allez découvrir maintenant. Alors, Elia, est-ce que tu veux bien nous montrer comment tu utilises ton iPad en classe? Par exemple, là, comment tu récupérerais un fichier à partir de la clé pour le travailler ensuite? Donc, on va aller sur la clé, chercher le fichier qui a été déposé. Et tu vas le ranger dans ton iPad, dans le dossier qui correspond. Ok.
ensuite, on va l'ouvrir et tu vas le travailler. Donc, pour pouvoir le compléter, l'écouter, on va l'ouvrir dans une application qui s'appelle comment? Livre. On adapte la taille à tes besoins. Quel âge a la sœur d'Hugo? Et on écoute la question. Pour répondre à la question, on choisit le crayon pour répondre. Et on accède au clavier. Tu peux dicter. 16 ans. Super, merci Elia.